sommes vendredi 14 juillet 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève, et ce avec des confrères des médias de Niamey. Dans ce numéro, nous allons tout d'abord parler de la reprise dans les prochains jours par tous les candidats admis comme refusés au baccalauréat série D session 2023 de l'épreuve de mathématiques, annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ensuite, il sera question de l'arrivée cette semaine à Niamey, à Goudel, dans le premier arrondissement communal de Niamey, d'une centaine de personnes des villages de la commune rurale de Ouredjaladio, département de Saï. Ces personnes ont fui les menaces des hommes armés. Enfin, la conférence des chefs d'État de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a levé le samedi 8 juillet 2023 la décision de suspension du Mali des organes et institutions de l'UEMOA prise le 9 janvier 2022 après le coup d'État militaire intervenu dans le pays. Pour discuter, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Maimouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir. Bonsoir. Ousseini Issa, il est également journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir Nafissa. Je suis Nafissa Adam Sirfa à la modération. Chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangu, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices des programmes de Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Forum de la presse. Tous les candidats de la série D du bac 2023, admis comme refusés, sont autorisés à reprendre l'épreuve de mathématiques et la meilleure note sera retenue. Annonce faite ce week-end à Niamey par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La reprise de l'épreuve de mathématiques pour la série D a été prise lors du dernier conseil des ministres du 6 juillet en raison de graves erreurs décelées dans la formulation du sujet. Je commence donc avec vous, Madame Maimouna Diado, vous êtes journaliste indépendante. Alors, comment vous appréciez cette décision finale du gouvernement, celle de faire reprendre cette épreuve à tous les candidats admis comme refusés au baccalauréat session 2023? Bon, d'abord j'étais indignée, puisque je ne m'attendais pas à ça, qu'on puisse faire des examens et qu'on donne les résultats. Et après les résultats, qu'on revienne pour dire qu'il y a quand même des erreurs décelées dans un sujet comme la mathématique, série D. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revoir toute la chaîne. On doit s'interroger. Puisque ceux qui se sont occupés, en tout cas, à proposer le sujet et qui ont accepté le sujet, n'ont pas pu voir l'erreur. Maintenant, ceux qui ont corrigé n'ont pas pu voir l'erreur et ils ont fait admettre des jeunes à l'écrit, même si ce n'est pas à l'écrit, second groupe aussi, avec des notes, puisque quand on va regarder, si on regarde, je suis sûre que série D, il y a en tout cas des candidats qui ont eu la moyenne. Bien sûr qu'il y a des admis à l'écrit même. Et avec ces erreurs-là, et qu'on revienne pour dire que, nonobstant les résultats que ces enfants ont en tout cas été admis, maintenant il faut reprendre la mathématique pour la série D. Il faut s'interroger sur la crédibilité d'abord. Où est-ce que nous allons avec ces histoires de baccalauréat où chaque année il y a des petits problèmes autour donc de ces examens-là. Mais pour cette année, c'est encore pire parce que pour les autres années antérieures, on parle de fraude. Pourtant, tous les moyens sont mis vraiment dans l'organisation du baccalauréat. Si tout est mis à leur disposition, comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu déceler? C'est-à-dire que ce ne sont pas peut-être les bonnes personnes qui devraient être, en tout cas, associées pour d'abord proposer les sujets, voir le sujet qui a été retenu et également la correction, comment ça s'est fait. C'est ça, parce que c'est sur la base d'une seule correction que les autres correcteurs, en tout cas le résultat est déjà là. Moi je me dis, Nafissa, l'erreur, c'est vrai, on dit que l'erreur elle est humaine. Oui. Mais
venant peut-être des gens qui réfléchissent, des gens, des professeurs aguerris, des enseignants-chercheurs aguerris, ceux qui passent leur temps peut-être à donner des cours, à dispenser les cours en mathématiques pour ceux qui ont la série D. Mais comment se fait-il qu'on ne puisse pas déceler ça? Normalement, et je suis sûre qu'aujourd'hui, si c'était un étudiant qui s'est levé ou bien un candidat qui s'est levé pour dire qu'il y a des erreurs dedans, ils vont tout de suite croire que c'est la fraude, que l'enfant a déjà vu le sujet quelque part. Donc voilà. Et maintenant, ce qui a lieu de faire, déjà, le ministre a expliqué comment ça va se passer la procédure pour que ceux qui n'ont pas eu, peut-être qui sont tombés dans le second groupe, puissent avoir la mention bien. Et ceux qui sont admis même peuvent... Ceux qui sont admis aussi, qui n'ont pas de mention comme ça se doit, peuvent reprendre la mathématique et espérer avoir la mention. Donc, maintenant, c'est à eux de voir. Et tout ce que nous voulons, c'est qu'on cesse, en tout cas, qu'on cesse de s'amuser avec la conscience des gens. Parce que là, la crédibilité du bac nigérien, c'est vraiment en danger. La crédibilité du baccalauréat est en danger ici au Niger selon Maïmouna Ousseini Issa. Que doit-on vraiment comprendre à travers ces erreurs enregistrées dans cette matière qui est la mathématique au cours de cette session de baccalauréat 2023? Il n'y a rien à comprendre dedans. Absolument rien à comprendre dedans. On ne peut pas admettre. La mathématique, c'est une science exacte, comme la physique, comme la chimie. On n'invente rien. On ne peut pas comprendre, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Maïmouna, on ne peut pas comprendre que de bout en bout, du début du processus jusqu'à la fin des examens, jusqu'à la proclamation des résultats, qu'on n'ait pas pu déceler et que des enfants ont quand même traité les sujets, n'est-ce pas, avec des erreurs. Et on obtenu une note. Il semble que c'est pendant la correction que les erreurs ont été progressivement décelées, mais on a laissé faire, n'est-ce pas? On a corrigé, on a validé, on a proclamé les résultats. Alors, il fallait faire, comment dire, le bilan présenté. C'est certainement quand on a posé le problème au président de la République, qu'il a dit non. Il faut reprendre. Je ne peux pas admettre qu'on pénalise des enfants qui peuvent réussir. Qui peuvent réussir. Peut-être qu'il y a beaucoup. Ils ont été déroutés par les erreurs qui étaient dans le sujet. Parce qu'ils sont nombreux qui ont échoué voilà. de cette... À cause, mais c'est une matière fondamentale en série D. La mathématique, les mathématiques, les sciences physiques et les SVT. C'est les trois matières fondamentales. Beaucoup ont échoué à cause de cette alors, quand au niveau de cette matière, et qu'on vienne gaillardement comme ça veut dire qu'il y a même une fuite de responsabilité par rapport à ceux-là qui sont là censés de gérer comme avait dit, l'organisation du bac. Je veux parler non seulement du ministère, mais également de l'OBEX, ou comment on l'appelle. N'est-ce pas? Il y a une fuite de responsabilité à leur niveau. Parce que dès lors qu'on a eu à constater, n'est-ce pas, qu'il y avait des erreurs, les erreurs ont été décelées pendant, n'est-ce pas? On aurait pu dire, bon, arrêtez carrément, oui. Ce qui a été traité, on met ça de côté, même si c'est à la fin de toutes les épreuves, on va directement enchaîner avec la reprise des mathématiques. Effectivement, ça aurait pu permettre non seulement aux candidats, n'est-ce pas, de ne pas être sous pression parce qu'ils sont déjà dans l'épreuve, n'est-ce pas? Ils sont déjà dans l'épreuve, ils ont fini, on leur a dit, il y a l'erreur, il y en a qui vont revenir avec beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus de vitalité pour affronter la matière parce que c'était les erreurs là qui les avaient permis. On laisse, on proclame et puis on va aller s'asseoir pour que le président de la République décide qu'il faut reprendre. Et malheureusement, maintenant, avec cette reprise, même certains, la plupart des candidats ne vont pas revenir avec force. Le problème qui va se poser, ça va se poser en termes de mobilisation de ressources pour pouvoir organiser. Au niveau de toutes les, comment dirais-je, comment on appelle ça, les régions, oui. Au niveau, il y en a qui sont partis en vacances, il y en a des enseignants qu'il faut mobiliser et tout. C'est des coûts supplémentaires qu'on aurait pu éviter. Juste au moment, à partir du moment où ça a été décelé, je me pose bien des questions. Comment les gens perçoivent le sens de la responsabilité à partir de cette situation-là? Parce que responsable, vous devez vous dire non. Voilà, à partir du moment où il y a des erreurs d'un truc très grave à compromettre
l'avenir de beaucoup d'enfants, on va reprendre systématiquement. Les enfants sont sur place, parce qu'il n'y a même pas eu la proclamation à ce moment. Mais on laisse jusqu'à ce qu'on proclame, jusqu'à ce qu'il y ait conseil de ministres. Jusqu'à ce que même les résultats globaux sortent voilà. officiellement. Voilà, alors là, moi je me dis quelque part, ça, quand des gens disent non, l'erreur humaine, non, il faut sanctionner. Tant qu'on ne va pas se mettre à sanctionner, moi je dis des choses comme ça ne vont jamais finir. Parce qu'il semble qu'il n'y a pas seulement au niveau des mathématiques qu'il y a eu des erreurs. Même dans d'autres disciplines, il y a eu quelques petites erreurs. C'est au niveau de la série D qui a été tellement flagrant. Ça implique quoi? Ça implique que, à force de vouloir mettre la rigueur, on confie les choses à des gens qui peut-être ont un niveau plus supérieur. Parce que moi, je dis quelque part, c'est que les enseignants du collège, des lycées ont toujours déploré. C'est que ce sont des enseignants-chercheurs qui proposent les épreuves ou du baccalauréat. Quand même, c'est le lycée qu'ils font. C'est des enseignants du secondaire qui enseignent. On doit attribuer, on doit leur confier. Parce que c'est eux qui savent ce qu'ils ont enseigné. C'est à eux, prioritairement, de faire les choix de sujets. Mais pas quelqu'un qui enseigne à l'université ou quelqu'un qui est à la retraite. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment pénaliser ces élèves. Mais si on doit continuer comme ça, parce qu'on veut mettre la rigueur, on veut... Non. Il faut ramener les choses à leur machin. D'accord, il faut éviter les fraudes, mais il faut aussi créer les conditions pour que l'enfant, ils savent, les enseignants connaissent un peu à peu près au niveau de tous les lycées. Qu'est-ce qui a été enseigné aux enfants? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer où ils peuvent s'en sortir? Mais on ne peut pas aller prendre quelqu'un qui n'a pas enseigné peut-être pendant 10 ans. On lui dit propose un sujet de mathématiques. Parce que tout simplement, il y a de l'argent dedans. Il faut mettre fin à des choses comme ça. Moi, j'ai dit c'est le sens de responsabilité qui le commande. Et le sens de responsabilité commande aussi. Le sens de responsabilité commande aussi qu'il y ait des sanctions pour qu'il y ait des choses comme ça. Il faut qu'on crée les conditions pour qu'on ne soit pas dans des situations. Parce que tant qu'il n'y a pas de sanctions, demain encore d'autres personnes vont poser les mêmes types de problèmes et on va se retrouver en train de polémiquer autour de quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Oui, mais ça me rappelle en 2015, le bac de 2015, où la série A4 avait repris l'histoire géo. Parce que tout simplement, il y avait un cas de fraude qui a été décelé où on supposait que les enfants, les candidats ont eu en fait la fraude, les sujets bien avant de les composer. Donc, systématiquement, ils ont remplacé par un autre sujet. Voilà, c'était la meilleure solution. En 2015. Mais personne... Ça n'avait pas de coût. Ça n'avait pas de coût. Et les résultats n'étaient pas encore sortis, puisqu'ils étaient en train de concourir quand même. Donc voilà, sinon on n'allait même pas parler de ça. Mais actuellement, selon le ministre, même aucune date n'a été encore annoncée pour cette reprise. C'est encore le suspense pour ces candidats. Ouais, nous sommes déjà mi-juillet. Voilà. Et bientôt, c'est la rentrée dans certaines universités. Certaines universités. Que ce soit nationale ou internationale. Voilà, oui. donc comment est-ce qu'ils vont prendre ça en charge encore? Mais quelles sont vos recommandations pour que vraiment cette épreuve soit reprise avec la bonne reformulation? Nos recommandations, Nafisa ne cessera de le dire, c'est qu'aujourd'hui, moi j'aurais bien voulu que aussitôt cette décision sortie par le président de la République de reprendre cette matière, c'est de s'engager rapidement. On n'a pas à attendre. Il suffit tout simplement de mobiliser les quelques fonds et faire appel aux correcteurs, faire appel à ceux qui vont peut-être qui vont s'en occuper pour pouvoir aller vite. Parce que si fin juillet, déjà nous sommes mi-juillet, et rien n'a été encore proposé. La date même personne ne connaît. Et les enfants, il y a des enfants aujourd'hui, des candidats aujourd'hui qui voyagent non pas à l'intérieur du Niger, mais qui seront à l'extérieur du Niger. Comment est-ce que ces candidats qui seront par exemple à l'extérieur du Niger, ils vont faire pour pouvoir composer? Ça aussi, c'est des problèmes. Retenons aussi que le taux de réussite au baccalauréat de cette année est de 25,23%, toutes séries et spécialités confondues, et selon les résultats proclamés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et ces résultats sont en baisse de 3,12 points par rapport à la session de 2022. Rapidement, Ousseini, comment vous appréciez ces chiffres si on sait que...
Mais on est en chute libre. Qu'est-ce qui expliquerait vraiment? C'est un peu lié au niveau, n'est-ce pas? D'année en année, il y a une régression. Malgré toutes les mesures qu'on annonce, les réformes qu'on annonce, d'année en année, l'école, là, c'est un tout. C'est l'éducation même qui est... C'est un tout global. On ne peut pas dissocier un aspect d'un autre. De l'école primaire jusqu'en terminale, jusqu'à l'université, c'est des acquis complémentaires. Et au fur et à mesure qu'on avance, quand on sait comment l'école s'est détériorée d'année en année, il ne faut pas être surpris qu'on soit dans une situation, et dans la même période, on dit non, pour éviter les histoires de fraude, on va serrer, on va exclure, Non, alors, ça pose un problème. Moi, j'ai dit, il faut qu'on pose les débats de manière globale par rapport non seulement à la qualité de l'enseignement. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de qualité aujourd'hui? Les gens savent pourquoi il n'y a plus de qualité. Beaucoup donc reste à faire vraiment pour assurer une meilleure qualité. Oui, même rapidement pour qu'on clôture ce sujet. Il faut également souligner qu'il ne faut pas mettre de côté cette situation d'insécurité. Ça impacte. Oui, ça impacte sur l'éducation de ces enfants. En quoi Parce déjà? que quand je dis que ça impacte, regarde, tu te trouves dans une zone d'insécurité. C'est vrai, tu es en classe de terminale. Tu dois composer. On te prend dans dans là où tu te trouves, ta localité. On t'amène de l'autre côté. Et en tout cas, ça impacte. Parce que pour avoir le pôle, pour avoir en tout cas l'intégration, pour pouvoir intégrer même, c'est un autre problème. Donc, ça fait aussi impacter sur le niveau de ces élèves-là. Il faut le rappeler, il faut le souligner. Mais sans compter qu'il y a beaucoup qui n'ont même pas pu, qui n'ont pas pu composer malheureusement. Les zones d'insécurité, il y a Effectivement. quand même des élèves qui ont Donc il n'y avait même Beaucoup pas reste à faire, le taux voulu. Voilà, beaucoup donc reste à faire vraiment pour assurer une meilleure qualité de l'enseignement ici au Niger. Nous allons donc passer au deuxième sujet du forum de la presse de ce vendredi 14 juillet 2023. Ils sont des dizaines de personnes qui ont fui, une centaine de personnes autant pour moi, qui ont fui leur village situé dans la commune rurale de Ouré-Dialadio, département de Saïa, depuis 2 semaines. Ces personnes ont été menacées par des hommes armés. Il y a une semaine, environ 200 de ces personnes sont actuellement à Goudel, dans le premier arrondissement communal de Niamey. Nos reporters Tarnan Foudey Ahmed et Soumana Amadou se sont rendus sur les lieux d'hébergement. On écoute leur témoignage. Mon fils Haroun a été poignardé par ces hommes armés. C'est son grand frère qui est venu m'informer et le matin on a retrouvé son cadavre avec 3 blessures. Les assaillants nous ont donné un ultimatum de 3 jours pour quitter. Sinon ce sera pire. C'est pourquoi nous avons quitté nos villages. Ils sont venus la nuit et ils ont rassemblé tous les hommes à la mosquée. Ensuite, ils les ont tabassés et tué l'un d'entre eux. Le retour au village n'est pas facile parce qu'ils ont tué un parent et tabassé nos maris. Les mêmes personnes menacent de revenir pour massacrer tout celui qui restera dans le village. Le retour n'est plus possible. Nous sommes venus à pied avec des femmes, des enfants, des personnes âgées. Nous avons beaucoup souffert. Une femme a accouché en cours de route sans assistance médicale. Nous avons tout laissé derrière nous. Nos greniers avec du mil, des sacs de céréales, des volailles, des animaux. Les hommes armés nous ont menacés et volé plusieurs de nos bêtes. Nous sommes 187 personnes ici. Il y a 5 jours que nous sommes à Godel. Nous voulons la paix et que l'État trouve une solution. Vous venez là donc d'entendre des témoignages de quelques personnes déplacées de Ouré-Dialadio dans le département de Saï. Alors Memouna, quelle réaction après écoute et avez-vous d'autres informations par rapport à cette situation qui prévaut dans ces villages de la commune de Ouré-Dialadio? La situation de Ouré-Dialadio, ça doit interpeller tout le monde. Ça doit nous interpeller. Pourquoi? D'abord parce que tout simplement on avait entendu depuis qu'il y ait des menaces de ces djihadistes. Il y a des semaines, oui. Des semaines sur les réseaux sociaux, l'alerte a été donnée qu'ils étaient on leur a donné un ultimatum de 3 jours pour qu'ils puissent quitter. Et forcément donc les autorités sont au courant. Donc ça veut dire que les autorités sont au courant. Puisque moi je me dis que quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux et surtout que la commune de Ouré-Dialadio a quand même un maire, un représentant élu, et qu'on peut approcher et qui peut également savoir ce qui se passe au niveau de sa commune. Donc, c'est vrai, j'en ai discuté avec lui et il avait en tout cas rappelé qu'il
ils sont nombreux qui ont fui. Et c'était 17 villages concernés, des hameaux, mais qui se retrouvaient dans 4 villages. Et aujourd'hui, rien que Niamey, ça totalise 771 déplacés. En tout cas, selon les statistiques qu'il a données. Et ils continuent d'arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va nous faire sortir la même chanson. Nous allons nous occuper d'eux. Nous allons les ramener chez eux. Nous allons leur donner la sécurité. Mais si on continue de rappeler, de dire que nous allons donner la sécurité, alors que vous pouvez sécuriser ces populations bien avant que ces populations ne quittent leur terroir. La plupart sont ici à Goudel, d'autres à Harobanda. Il y a d'autres qui ont des familles, ce sont ces familles-là qui ont décidé de les accueillir. Ceux qui n'ont pas de famille ici à Niamey sont obligés de dormir à la belle étoile, comme on le dit. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que nous sommes dans la période de l'hivernage. Justement, c'est une période de campagne agricole. C'est une période de campagne agricole. Ces populations-là ont quitté. Comment est-ce que ces populations-là, aujourd'hui, il faut les maintenir, il faut les nourrir, il faut leur donner le minimum de vie vitale. Mais est-ce que aujourd'hui les autorités, rien qu'à Niamey, peuvent en tout cas s'en occuper de ces populations? C'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne veut pas révéler. Il y a des choses, mais il y a des anguilles sous roche. On ne peut pas comprendre qu'à 45 km de la préfecture, en tout cas de Saï, qu'on dise que ces populations doivent quitter. À 45 km. Mais si une dizaine de villages. Quelque chose qui arrive, 17 villages, qui arrivent à 45 km de Saï. Donc ça veut dire que même Saï est menacé. Voilà. Même Saï est menacé. Et les villages environnants de Saï aussi seront menacés de la même manière. Et là, on nous dit que l'État est en train de mettre les moyens pour pouvoir les sécuriser. Mais les sécuriser comment? C'est ça, il faut se poser la question. Est-ce qu'il s'agit de prendre des militaires pour leur donner les dispositifs pour dire restez ici et sécuriser? Ou ramener ceux qui se sont déjà déplacés, qui ont quitté. Mais ceux qui ont déjà quitté, Nafisa, est-ce que ces populations-là, qu'on trouve un maire ou un préfet, ou même le gouverneur, ou même le ministre de l'Intérieur, viennent vers ces populations pour leur dire retournez, on va vous sécuriser. Il faut que toutes les conditions soient réunies. Toi, tu penses que les populations là vont accepter de retourner? Puisqu'ils ont vu les djihadistes de leurs propres yeux, qui les ont menacés et de quitter. Et que s'ils reviennent, voilà ce qui va vous arriver. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État qui dit qu'il va les sécuriser, va pouvoir sécuriser les 17 villages là qui ont été sommés de quitter? C'est ça l'inquiétude. Aujourd'hui, il faut que tout le monde s'inquiète. Parce que ce qui est arrivé à 45 km de Saï peut bel et bien être ici à Niamey. C'est inquiétant. Les défis sont énormes. Que dire sur cette situation de Oure Diallo Ousseini? Mais Oure Diallo n'est qu'une suite de ce que d'autres localités ont déjà connu. De la région de Tillabéri. De la région de Tillabéri. On avait un temps, c'était l'Anzourou, où les gens ont dû fuir pour venir s'installer à Tillabéri, n'est-ce pas? Dans la commune urbaine de Tillabéri, un peu partout, on a vu des déplacés internes, y compris dans la région de Walam. On a vu des gens pleins, tous ces gens-là qui quittent pour venir s'implanter. Ce n'est qu'une suite, donc. Ce n'est qu'une suite logique d'un processus qui est là, contre lequel on peut lutter, mais on ne veut pas lutter. Pourquoi, selon vous? Mais non, moi je ne peux pas comprendre. Justement, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas lutter. Voilà. Parce que cette histoire de Ouro Diallo, moi c'est quelque chose que j'ai traité pendant des semaines, avant que les populations ne se déplacent, parce que j'avais des informations selon lesquelles l'acte final, c'était dans la nuit du 3 au 4 où ils sont arrivés dans le village, 2 villages, Ourogo et puis l'autre village, je ne sais plus. Ils ont tué 2 personnes, ils ont tenté d'assassiner 2 autres personnes qui ont pu prendre la fuite dans la nuit. Après, en s'en allant, ils ont demandé aux populations de quitter 48 heures. Dans les 48 heures, 72 heures. Alors, on ne peut pas me dire que les autorités ne sont pas au courant de toutes ces menaces-là. Qu'est-ce que ça a coûté? Qu'est-ce que ça a coûté? Bien avant, à partir du moment où vous avez l'information, d'aller trouver ces voyous. Mettre un dispositif de ratissage. Non, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le problème qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont acculés vers le Burkina Faso. Ils cherchent des positions de réplement, des points de réplement sur le territoire nigérien. La difficulté au niveau de Ouro Diallo, c'est qu'on ne dit pas. C'est qu'il y a une rivière, la rivière Gouroubi,
qui a commencé à se remplir. Ça coupe le village en deux, la localité en deux. Ceux qui sont de la rive droite là, ça devient difficile pour accéder à la rive gauche où se trouve le chef-lieu de commune. Mais alors, on ne peut pas se donner les moyens bien avant, parce que ça fait des semaines, peut-être voire des mois, où les menaces ont commencé, parce que les gens, c'est pas d'un coup, ils sont venus dire aux populations, on vous donne 72 heures pour quitter. Alors, à partir de cet instant, moi j'ai dit, on devait se donner les moyens pour aller les bouter et empêcher à ce que ça arrive à ce stade-là, où des gens ont semé leur champ. Ils ont labouré. Vraiment. Ils sont en train d'espérer que la saison va être bonne. Et un beau jour, un bon matin, on vous dit, tous tant que vous êtes, vous devez quitter, sinon on va vous tuer. Alors, ils se déplacent, ils viennent dans le chef-lieu de commune, à Ourdiala, commune, ville commune, et certains vont à Torodi, d'autres qui ont des ressources, de l'énergie, ils ont convergé vers Niamey. Alors, maintenant, le dispositif humanitaire s'organise avec la réponse humanitaire. Alors, pour aller assister ces gens-là, ils n'ont jamais compté sur qui que ce soit. Ils ont compté sur Dieu et leur terre. Aujourd'hui, ils se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas cultiver. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dramatique pour un paysan que de ne pas pouvoir exploiter pendant cette période-là? Même ceux qui sont à l'extérieur du pays en exode, quand il commence à pleuvoir, ils viennent exploiter leur champ. Alors on se met dans une situation. C'est comme vous l'avez dit, donc cette situation de Ourdiala n'est qu'une suite de la situation qui prévaut de la région. Et justement, je considère pas seulement, même à Difa, c'était ce qui s'était observé pendant ça. Ça veut dire que l'attentisme, non, il n'y a pas à attendre. Moi, il n'y a pas à attendre, il n'y a pas de temps à attendre. Quand il y a une situation difficile où les populations, vous avez l'information. Allez créer les conditions pour que ces gens-là qui les menacent puissent être boutés. Mais avant aujourd'hui, avant le 4 et le 5, là, la commune a été combien de fois attaquée par les djihadistes avant le drame du 4 et du 5, là, où ils ont demandé à cette population de quitter. C'est inquiétant parce que on a quand même les informations qui nous viennent, où on parle d'attaque au niveau de la commune de Ourguelayo. On parle mais c'est impensable. On ne peut pas comprendre pourquoi il y a cette lenteur au niveau. Donc c'est une lenteur, on peut le dire, ou bien c'est juste seulement que malheureusement on ne sait pas comment qualifier la situation sécuritaire ne fait on que ne sait pas, parce que c'est une commune qui est à la frontière cheval avec le Burkina Faso. Aujourd'hui, ça va coûter beaucoup plus cher la gestion. Parce que ces populations qui ont quitté là, ils ont quitté pour une période indéterminée. Voilà. Dieu seul sait combien de temps ça va prendre avant qu'on puisse stabiliser la zone pour qu'ils puissent retourner chez eux. Parce que partout où les populations sont venues s'installer, il y en a qui ont perdu 4 saisons, 5 saisons aujourd'hui. Mais Mouna, face à cette situation, comment les autorités doivent s'y prendre actuellement vraiment pour faire face à cette situation? C'est une question que tu me poses où je n'ai pas vraiment la réponse à ça. Parce que c'est la même chose que nous sommes en train de dire. Depuis toute la région de depuis que cette insécurité s'est installée là, au niveau de la région de Tillabéri, nous avons alerté combien de fois l'État par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est une bande. Vraiment. C'est la bande là, en fait, qu'il faut faire dégager tous ceux qui se trouvent, ces populations qui se trouvent au niveau de cette bande là. Il faut les faire dégager pour laisser libre champ à ces djihadistes là, pour pouvoir exploiter le sous-sol, les richesses de ces sous-sols là. Donc, nous avons alerté combien de fois? De la frontière vers le Mali nord qui vient vers le Niger et qui va jusqu'aux 3 frontières, les 3 frontières. Mais le Liptako, c'est pas zone de 3 frontières, c'est les Blancs qui ont donné le nom zone de 3. C'est le Liptako Gourma, ça s'appelle. Et nous avons toujours dit que l'État, c'est un droit pour ces populations que l'État les sécurise. Il n'y a pas question que l'État les abandonne dans cette situation-là. Parce que quand je dis sécuriser même, c'est pas d'amener des militaires 2 jours, 3 jours, les militaires sont visibles, il faut le ratissage, ils quittent. Mais ceux-là, ils sont informés. Ils sont informés de tout ce qui se passe. Ils changent de stratégie alors. Ils sont informés. Ils ont plus de stratégie, je pensais. Parce que, regarde, quand les militaires sont là,
ils ne font pas de mouvement. Mais une fois que ces militaires la quittent, ne serait-ce que ceux qui connaissent la zone quittent pour que les autres militaires puissent venir remplacer ceux-là. C'est en ce moment qu'on profite pour attaquer. Ça veut dire qu'ils sont au courant. Les défis donc sont énormes. Maintenant, pour le gouvernement, oui. Sécuriser Ourguelayo et sécuriser également les autres villages et les autres communes qui sont tout autour de Ourguelayo. Effectivement. Les défis donc sont énormes pour nos autorités face à cette situation sécuritaire qui continue de se dégrader dans la région de Tillabéri. Vivement donc le retour de la paix dans cette zone de Ourguelayo et généralement dans la zone de Tillabéri. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre. Dernier sujet de ce rendez-vous, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a annoncé la levée de la suspension du Mali des organes et institutions de l'UEMOA, une décision prise au terme de la session de la conférence qui s'est tenue à Guinée-Bissau le samedi 8 juillet. Après des mois donc, Ousseini Issa, selon vous, qu'est-ce qui a motivé l'UEMOA à lever cette sanction contre le Mali, selon vous? Ce qui a pu motiver, c'est le constat d'échec. C'est-à-dire? Ils ont mis au banc le Mali en pensant qu'en l'excluant, que le Mali allait s'effondrer. L'économie malienne allait s'effondrer. À travers les mesures avec qu'ils ont les mesures imposées. drastiques et tout, machin, tout ça. Ça n'a rien donné. Les Maliens ont été résilients, n'est-ce pas? Donc, selon vous, ça n'a même pas impacté le pays? Quel impact? Mais attends, quel impact? C'est une question de résilience. Vous avez décidé, parce que tout simplement, on n'est pas d'accord avec certaines politiques. Parce que tout simplement, vous voulez nous imposer des choses qui ne concordent pas avec. Nous avons besoin de paix au Mali. N'est-ce pas? C'est ça la vision des Maliens. On ne peut pas faire des élections tant qu'il n'y a pas la paix. Ça sert à quoi? Faire des élections dans une zone, d'autres zones ne sont pas concernées pendant qu'il y a l'insécurité. Il faut d'abord créer les conditions de sécurité et de paix des populations pour pouvoir faire des élections. Ils ont pensé qu'il allait mettre la pression. Mais les Maliens ont été résilients. Alors, tout honte au but, ils ont considéré que ça là, ça ne va pas nous amener loin. Alors, il faut faire machine arrière pour dire au Mali, revenez. On vous accepte, on lève les sanctions contre vous. Vous pouvez. Mais alors, qu'ils les lèvent ou qu'ils ne les lèvent pas, est-ce que le Mali ne va pas continuer à vivre? Moi, j'ai dit, il faut que les Africains comprennent une chose. Il faut qu'on comprenne une chose. En tout cas, dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest, là, il faut qu'on comprenne une chose. La chose la plus fondamentale, c'est le développement. Le développement peut ne pas passer quand il y a une crise sécuritaire dans un pays. Aujourd'hui, les gens sont en train de mettre la pression sur le Mali pour qu'on organise des élections au Mali. Mais alors, quand il y a une question d'insécurité, où on tue les populations tous les jours, il faudrait beaucoup plus mettre l'accent sur... Il faut mettre la sécurité d'abord. Quand la sécurité va s'installer de manière durable, quand le pays va être uni à ce moment. Mais cette situation-là d'insécurité, qu'on fasse des élections, c'est des gens qui vont venir s'installer, qui vont s'en foutre de ce qui se passe dans pratiquement le nord Mali. Moi, je connais cette zone-là jusqu'à Gao, Ménéka, tout ça. C'est parce que le Mali est installé dans cette situation, parce que tout simplement, les politiciens démocrates et autres, ou pseudo-démocrates, ils ont abandonné ces zones-là pendant des années et des années, où c'était des zones où il n'y avait pas d'investissement, il n'y avait rien. Alors, ça a créé une situation, et aujourd'hui, les mêmes gens sont là, où les Occidentaux, ils sont là pour dire il faut aller à des élections. Mais les élections ne sont pas une fin en soi. Le développement est plus important que de venir organiser. Des gens vont venir, ils vont aller voler, et braquer des urnes pour arriver, pour juste gérer leur bien-être. Moi, je dis, c'est la honte. Ils ont compris que ça n'allait pas les amener quelque part et que le Mali allait prendre d'autres mesures parce que les Maliens étaient déterminés, soudés derrière leur junte là, qu'on passe le temps à insulter. Justement, parmi les mesures à Maïmouna, il y avait la fermeture des frontières entre le Mali et certains pays, le gel des avoirs maliens au sein de la Banque centrale. Selon Ousseini, ça n'a vraiment pas eu d'impact négatif sur le terrain. Selon vous, êtes-vous même d'avis, vous aussi? Je suis d'accord avec Hussein, ce que Hussein a dit. Si d'autres ferment les frontières pour que les Maliens, le peuple malien
puisse asphyxier donc le peuple malien en ravitaillement, en nourriture alimentaire et tout. Mais de l'autre côté, il y a des frontières qui s'ouvrent. Il y a des frontières qui ont accepté, il y a des pays qui ont accepté d'accompagner le Mali parce qu'ils pensent qu'ils ont raison et je vois qu'ils ont tout à fait, totalement raison. On ne peut pas asphyxier tout un peuple parce que tout simplement, ils ont décidé, ce peuple a décidé de s'affranchir. Mais comment est-ce qu'on peut venir mettre des sanctions? L'UEMOA appartient à qui? Ça appartient aux Africains. Ça appartient aux Africains. Donc, pourquoi venir? C'est quelque chose qui appartient aux Africains et qu'on décide, des chefs d'État décident de s'organiser pour asphyxier un peuple. Mais c'est grave. Moi, je n'ai vu aucun, en tout cas, le Mali a continué à fonctionner. On a vu les fonctionnaires payés, on a vu les populations en train de vaquer à leurs occupations. Des populations, en tout cas, même s'ils ont des problèmes, ils n'ont jamais montré qu'ils ont eu des problèmes. Avec la fermeture de ces frontières-là. Je vais te compléter. Dans la même période, on a fait des augmentations de salaire au Mali. Alors, pendant qu'il y avait ces sanctions-là, alors ça montre que ça n'a pas eu d'impact sur l'économie. Parce que tout simplement, ils ont décidé de diversifier avec d'autres partenaires. Les partenaires traditionnels qui pensaient qu'on allait mettre le goulot pour empêcher à ceux qui est des il y a même 2 poids 2 mesures dans leur décision. Il y a 2 poids 2 mesures. Bien que selon vous, il n'y ait pas eu assez d'impact négatif de cette décision sur le Mali, mais c'est peut-être des avantages maintenant pour le Mali avec cette décision de l'UEMOA au Sahel. Avantages par rapport à quoi? Non, mais on revient à l'ordre normal des choses, c'est tout. C'est pas autre chose. Officiellement, on revient à l'ordre normal. On a parlé gel des avoirs. Avoir de qui? Avoir ou à quoi? Au niveau de la Banque centrale, on a gelé. Ok, d'accord. Les commerçants locaux, plus les partenaires qui sont là, des nouveaux partenaires qui se sont tissés, ils sont venus en renfort à ce pays-là. Maintenant qu'on dise qu'on va geler les comptes des machins, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'argent volé, déposé dans des comptes pour que quelqu'un puisse penser qu'il peut faire même basse là-dessus. Voilà un peu. Ça a montré que ces institutions-là, ils doivent d'abord réfléchir par 2 fois, au lieu de se laisser manipuler par des Occidentaux qui ont des intérêts, qui veulent coûte que coûte protéger, en fragilisant nos États, en créant une espèce de désunion au sein de nos États. On doit pouvoir d'abord se dire, mais c'est dans quel intérêt qu'on va exclure un pays, quand même voisin, qui est là, avec nous pendant... Parce que tout simplement, il y a une situation d'insécurité, il y a une situation où il faut stabiliser. On va décider de... Voilà, ça doit servir de leçon. C'est-à-dire, ils ont dû tirer la leçon. Demain, ils ne vont pas se mettre à vouloir faire du mal à quelqu'un comme ça gratuitement. Gratuitement. On sait que l'UEMOA, autant pour moi, c'était vraiment pour sanctionner la junte au Mali qui voulait vraiment se maintenir au pouvoir pendant 5 ans. Mais maintenant, quelle sera la suite? C'est pas possible. Mais la junte voulait se maintenir au pouvoir. C'est avec la bénédiction du peuple malien. Parce que le peuple malien a dit, non, nous sommes fatigués avec ces militaires-là. Ils ont dit non, restez. Jusqu'à ce que la situation soit stabilisée. Souvent, j'entends des gens dire, non, ils sont là, ils n'ont pas pu finir, ils n'ont pas pu mettre fin à l'insécurité. Mais bon diable, qui a amené l'insécurité? Ce n'est pas les civils, ce n'est pas les régimes civils qui ont créé cette situation-là. Ils ont laissé faire jusqu'à ce que la situation pourrisse, mais ils ont trouvé une situation totalement pourrie. Alors, ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'ils vont pouvoir régler ces problèmes-là. Maintenant, quand on dit que la junte, mais quand le peuple est derrière une junte, mais pourquoi quelqu'un va s'en offusquer? Ils sont d'accord avec leurs soldats. Mais alors, en quoi ça dérange? Ça doit déranger quelqu'un. Ils disent on ne va pas faire des élections. Le peuple même dit on n'est pas d'accord, on n'est pas pressé pour les élections. On veut d'abord la paix. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important que la paix? C'est la stabilité. Notons que toujours au cours de ces rencontres de Guinée-Bissau, la CEDEAO, le président nigérien a pris les commandes à la tête de la CEDEAO. Alors, quels sont un mot vraiment pour un souhait pour ce nouveau président qui a pris les commandes à la CEDEAO, Maimouna? Depuis ça, moi, je sais pratiquement pas quoi dire sur ça. Sur les commandes du président nigérien à la tête donc, de la CEDEAO. Espérons tout simplement qu'il va mettre les moyens pour aider
les pays qui font face à l'insécurité. Moi, c'est ma première préoccupation. S'il peut, en tout cas, s'en charger pour qu'il y ait plus de financement au niveau, donc, pour accompagner nos forces de défense et de sécurité, pour que la zone des 3 frontières, où nous sommes en train de parler tout à l'heure de ça, puisse en tout cas mettre fin à cette insécurité dans la région de Tillabéri et dans les autres régions. Et le Mali, le Niger et le Burkina Faso seront débarrassés de ces djihadistes. Je ne peux que lui souhaiter donc bon vent. Mais moi, ce sont mes attentes comme ça. Et vous, Seyni, ça? Moi, je vais dire une chose. J'ai vu sa tendance. Laquelle? J'ai vu sa tendance dans son discours là. Il veut s'ériger en gendarme. Aujourd'hui, s'il y a une désaffection des peuples vis-à-vis de la CEDEAO, parce que les gens ont l'impression que la CEDEAO, c'est une espèce de syndicat des chefs d'État, n'est-ce pas, qui pense être démocratiquement élu, n'est-ce pas? Et alors que dans l'esprit et dans l'entendement des citoyens de l'espace communautaire, la CEDEAO, c'est un espace d'intégration économique et sociale. Effectivement, qui doit assurer... Et on abandonne ces aspects-là, où chacun, lui, il n'a pas... On a fermé la frontière du Niger pendant combien de machins pour faire du protectionnisme. Et en 2000, je ne sais plus, c'était 2021 ou machin... 2020, n'est-ce pas? Alors, quand on fait des mesures comme ça, on vient, chaque fois qu'on se réunit, ah non, il faut empêcher à ce qu'il y ait des militaires au pouvoir. Mais il faut créer les conditions pour que les militaires ne s'entendent même pas, les militaires, de venir au pouvoir. Et créer les conditions, c'est créer les conditions de la bonne gouvernance démocratique dans les pays. Il faut insister là-dessus. Parce que j'ai comme l'impression, et j'ai l'habitude de le dire, j'ai comme l'impression que quand ils se réunissent, ils ne voient que l'aspect élection dans le protocole de la CEDEAO, alors qu'il y a l'aspect bonne gouvernance. Voilà. La bonne gouvernance peut être piétinée par les chefs d'État. Pour peu que vous soyez élu, vous pouvez gérer comme vous l'entendez votre pays, avec une main de fer. Les présidents sont d'accord avec vous. Parce que simplement, vous avez l'onction, c'est des urnes. Souvent, on a volé pour vous mettre à machin. Alors, si je veux que la CEDEAO regagne la confiance des citoyens, moi je dis, c'est d'abord de travailler sur ces questions-là. Les élections, mais surtout la bonne gouvernance. Parce que quand il y a la bonne gouvernance, je ne vois pas quel est le militaire qui va s'élever pour vouloir faire un coup d'État. C'est les populations même qui vont descendre dans la rue pour le chasser. Mais tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, un individu peut penser que, parce que j'ai été élu, mal élu d'ailleurs, je peux m'imposer. Quand je vais finir mes mandats légaux, je peux modifier vers la fin pour modifier la constitution. Les chefs d'État sont là de la CEDEAO, le syndicat, les militants du syndicat sont là pour regarder. Tu modifies, tu t'installes. Alors à partir de ce moment, moi je dis, il doit rectifier le tir. Parce que je l'ai entendu dire. Quand vous gouvernez, quand vous gérez bien, quand vous gouvernez bien, moi je ne vois pas quel est le citoyen qui va s'élever contre votre gestion. Mais quand vous gérez mal, quand vous gérez dans l'injustice, mais bien évidemment, l'être humain, à partir d'un certain instant, il ne peut plus. Vous venez, vous prenez les choses en main et vous considérez que c'est fini. À partir de moi, il n'y aura plus personne. Tant que je suis encore en vie, alors qu'est-ce que vous voulez? Bonne chance donc au nouveau président nigérien. Et espérons vraiment que ces deux institutions, que ce soit l'UEMOA, la CEDEAO, qu'ils mettent l'accent vraiment sur la bonne gouvernance. Et c'est ici donc que se referme le numéro de ce forum de la presse de ce vendredi 14 juillet 2023. Merci donc à nos invités, Memouna Diado et Ousseini Issa, tous des journalistes indépendants. Merci, chers auditeurs, auditrices et fidèles téléspectateurs et téléspectatrices des programmes de Studio Kalangou. Merci donc à vous. N'oubliez pas le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de tous à la FADA, et les samedis et dimanches à partir de 18h15 les forums en langue Hausa et Zarma. La technique est assurée par Amina Hassan, la régie vidéo Issa Lawali. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.